Pour terminer cette trilogie consacrée aux sous-programmes, je vous propose ici quelques conseils pour coder au mieux les sous-programmes. Dans la majorité des cas, un sous-programme traite des informations qu'on va lui donner et à l'issue de ce traitement d'informations, il va produire un résultat. Donc on va s'intéresser ici à comment est-ce qu'on lui transmet ces informations et comment lui, en retour, va envoyer ce résultat. Donc on appelle ces opérations le passage de paramètres ou passage d'arguments. Et alors, il existe un certain nombre de méthodes, hein, mais là on s'intéressera aux deux principales méthodes qui sont le passage par registre et le passage par la pile. Passer des paramètres par registre, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que avant d'appeler le sous-programme, vous allez mettre les informations qui vont être traitées par sous-programme, vous allez les mettre dans les registres R0, R7, dans le cas du 8051, hein, c'est les bancs de registres qui sont à notre disposition. On va rentrer dans le sous-programme, et quand on va être dans le sous-programme, eh bien, on va aller récupérer ces informations, ces paramètres, et on va les traiter. Et quand on aura terminé le cœur même du sous-programme, eh bien, il va falloir qu'on fasse remonter des résultats vers le programme appelant. Donc à ce moment-là, les résultats, on va les mettre dans les registres R0, R7. Et une fois qu'on sera revenu dans le programme appelant, on va aller récupérer ces résultats qui avaient été préalablement stockés dans R0, R7. Donc ça veut dire que si vous travaillez avec par exemple deux personnes différentes, une personne qui va coder le programme principal, une autre personne qui va coder le sous-programme, les informations que vous allez devoir communiquer, c'est quels sont les registres R0, R7 que vous avez utilisés pour y stocker vos paramètres et quels paramètres avez-vous mis dans tel ou tel registre. Et même chose pour la transmission du résultat. Alors, cette approche, elle est extrêmement facile à mettre en œuvre. Par contre, on peut lui reprocher le fait que on ne dispose que de 8 registres, R0, R7, donc si on a des arguments, un nombre d'arguments importants ou des arguments complexes, eh bien ça en va être limité. Donc, l'autre méthode, c'est le passage de paramètres par la pile. Donc là, ça nous permet de lever la limitation. Hein. Dans le passage pour registre sur le 8051, on avait 8 registres disponibles. La pile, elle, peut être bien plus importante que simplement 8 octets. Donc là, si on a éventuellement beaucoup de paramètres à passer, ça peut être une solution. Donc là, comment va-t-on procéder? Donc dans le programme appelant, avant d'appeler le sous-programme, on va empiler tous les paramètres dans la pile avec des couches. On va appeler le sous-programme, et une fois qu'on va arriver dans le sous-programme, il va aller falloir récupérer nos informations qui sont dans la pile. Par contre, il va falloir être très prudent parce que la pile, elle est aussi utilisée pour stocker l'adresse de retour du sous-programme. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des choses dans la pile, mais il va pas falloir l'endommager, de manière à pouvoir retrouver le chemin pour revenir du sous-programme. Ensuite, on va une fois qu'on aura récupéré toutes ces informations dans la pile, on va faire le cœur du sous-programme. Et pour remonter le résultat, et là c'est pareil, ce résultat, on va le stocker dans la pile. Donc généralement, ce résultat, encore une fois, il ne faut pas endommager la pile. On va aller écraser certaines cases mémoire de la pile qui contenaient auparavant les paramètres passés. Mais je dirais que ça peut vite, au niveau du code, être relativement délicat à coder ce genre de programme. On va travailler avec des pointeurs pour se promener en quelque sorte dans la pile, mais il faut vraiment être très vigilant. Voilà au niveau des passages de paramètres. Autre chose, c'est le sauvegarde de contexte. Un sous-programme, pour s'exécuter, va forcément consommer des registres. Il va peut-être utiliser l'accumulateur, des registres, des bancs de registres. Il va aussi, comme il fait des opérations, il y a de grandes chances qu'il modifie le registre d'état. Le problème, c'est que le programme appelant, lui aussi, manipule des registres. Et on peut se retrouver dans la situation où, au retour d'un sous-programme, le programme appelant qui utilisait un certain nombre de registres, le contenu de ces registres a été altéré par le sous-programme. Donc, la solution quand on est en programme sur un seul fichier source, c'est effectivement d'être extrêmement vigilant, bien vérifier. Mon sous-programme utilise un certain nombre de registres. Est-ce qu'ils sont utilisés par le programme appelant? Et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'utilisation de registres. Le problème se
devient plus délicat à résoudre quand on travaille avec un projet où il y a plusieurs fichiers sources, ou éventuellement même il y a plusieurs développeurs différents. Là, ça devient extrêmement compliqué hein, si on applique simplement la règle qu'on a énoncée précédemment. Donc pour cette raison, il y a une règle beaucoup plus simple qui consiste à faire en sorte que le sous-programme, vu du programme appelant, le sous-programme ne doit modifier aucun registre, à part les registres qui vont être utilisés, hein, si on fait du passage de paramètres par registre, donc les bancs de registres, les registres du banc de registre qui sont utilisés pour passer les arguments ou éventuellement la valeur retournée. Donc, comment faire pour que le sous-programme ne modifie aucun registre? Enfin, toujours pareil, une modification vue du programme appelant. Et ben on va faire en sorte qu'au début du sous-programme, avant même d'utiliser des registres pour faire des opérations, je vais aller sauvegarder le contenu des registres que le sous-programme va utiliser. Je vais les sauvegarder quelque part dans une mémoire. Je vais ensuite faire mes opérations et à la fin du sous-programme, je vais aller restaurer le contenu de ces registres pour faire en sorte, encore une fois, que vu du programme appelant, il n'y a aucune modification de registre. Et je pense que vous avez déjà compris que cette sauvegarde de registres va être faite en les stockant dans la pile. Un exemple de sous-programme avec une sauvegarde de contexte. Donc le cœur du sous-programme, hein, donc c'est vraiment la partie qui fait ce pourquoi le sous-programme a été conçu. Et par exemple là, on constate qu'on utilise l'accumulateur R0 dans cette partie-là de code. Donc on va faire en sorte que, vu du programme appelant, tout se passe comme si aucun registre n'avait été modifié par le sous-programme. Donc il faut impérativement rajouter un bout de code ici qui va permettre de sauvegarder le contexte. Et dans ce sauvegarde de contexte, on va pousser en pile le contenu de l'accumulateur et le contenu de registre 0. On a un troisième registre qui est poussé en pile, c'est le registre d'état. Parce que dans ce sous-programme, on fait des opérations qui vont peut-être modifier le registre d'état, donc par précaution, on sauvegarde. Et quand on a terminé de faire le cœur du sous-programme, on va rajouter, juste avant de sortir du sous-programme, une restauration de contexte. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la pile les valeurs qui ont été précédemment stockées. Donc on va les chercher dans le bon sens. Hein. Le dernier registre, c'est le R0 qui a été mis sous le sommet de la pile. Donc là, on va d'abord dépiler R0, dépiler ACC et dépiler PSW. Ce qui fait, encore une fois, hein, j'insiste, vu du programme appelant, tout se passe comme si aucun registre n'avait été modifié, puisque d'abord, je sauvegarde, par exemple, si je prends le cas de l'accumulateur, je sauvegarde le contenu de l'accumulateur ici, donc ça c'était le contenu, ce qui est sauvegardé en pile, c'était le contenu de l'accumulateur qui était utilisé par le programme appelant. Et quand ici je restaure, je vais récupérer, je restaure l'accumulateur, donc je retrouve bien le contenu qui a été en quelque sorte manipulé par le programme appelant. Donc on a bien effectivement répondu à la problématique. Vu du programme appelant, tout se passe comme si le sous-programme ne modifiait aucun registre. Dernière chose, la localisation de la pile. Donc je rappelle, elle est dans la mémoire data. Elle est déterminée par la valeur qui est mise dans le pointeur de pile. Donc quand le programme démarre, généralement, ça fait une partie des choses qu'on doit faire en premier. On va initialiser le pointeur de pile pour positionner la pile dans cet espace mémoire data. Donc dans la partie basse de l'espace data, je rappelle que cette partie basse, elle est commune avec la mémoire data. Donc bien souvent là, on va avoir les bancs de registre, on va avoir les zones accessibilité à bits, plus souvent des cases mémoire réservées pour stocker des variables. Donc la pile, on va la mettre au-dessus. On va la mettre le plus haut possible, de manière à ce qu'elle ne risque pas d'interférer avec ces zones réservées au stockage de données. Par contre, il faudra faire attention, ne pas non plus fixer le pointeur de pile à une valeur trop élevée, ce qui fait que la pile, en se remplissant, dépasse la barre de la valeur FF, et à ce moment-là, FF plus 1, ça donne 0, 0, et on se retrouve avec une pile qui commencerait à monter ici. Et à ce moment-là, qui viendrait sans doute écraser tout ce qui était dans les registres. Donc ce qu'on fait, on évalue généralement le code, on évalue à peu près la taille maximale de la pile, on tient compte des sous-programmes, des imbrications de sous-programmes possibles, on tient compte de tout ce qui est données qui sont stockées en pile. Si éventuellement aussi il y a des programmes d'interruption qui vont aussi consommer de la pile, on se met une bonne petite marge de sécurité quand même,
Et une fois qu'on sait à peu près, ma pile je vais en gros avoir besoin, je sais pas, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'octets, et bien je vais pouvoir calculer la valeur de mon pointeur de pile, encore une fois, en mettant une marge de sécurité. On va aller regarder rapidement un exemple de code de sous-programme. Donc ça, c'était un sous-programme qui a été utilisé en TP, un programme qui permettait de trier un tableau de données. Donc vous voyez, un passage de paramètres d'entrée, c'est stocké dans R7 et R5. Donc R7 doit contenir une adresse, R5 doit contenir la taille du tableau. Donc au niveau, avant même d'appeler les programmes, et bien à chaque fois, on va aller initialiser justement ces registres R7 et R5. Enfin, on va mettre les informations qu'on souhaite, comment dirais-je, qu'on souhaite vouloir traiter dans le sous-programme. Donc là, par exemple, dans R7, je passais une valeur 0,8, donc ça va être considéré comme une adresse, adresse 0,8. Et dans 5, je disais simplement que je voulais traiter un tableau de 8 octets. Je reviens dans mon sous-programme. Mon sous-programme est là, sauvegarde de contexte. Donc on a analysé tout ce qui se passait dans le sous-programme. On a noté tous les registres qui étaient utilisés. Et pour faire en sorte que, de point de vue de ce programme-là appelant tous les registres que je manipule ici, et notamment je manipulais, j'utilisais l'accumulateur, pour faire en sorte qu'il ne soit pas altéré, et bien là on a tout poussé en pile. Donc on pousse tous les registres ici qui sont utilisés, on les pousse tous en pile, et à la fin on les restaure. Et avec à chaque fois, j'ai terminé par R5, et bien cette fois-ci je commence par R5, et je dépile exactement dans l'ordre inverse. Cette trilogie sous-programme est ainsi terminée. Prochaine vidéo, macro assembleur 8051.